Ok, merci. Bon, bonjour à tous. C'est vrai que, comme disait Damien, je suis vraiment dans la continuité de ce qu'a fait Laurent, en toute humilité bien sûr, puisque moi c'est plutôt un regard d'expérience, mais ça part du même constat, c'est qu'à un moment donné, on a parlé beaucoup de conflits avec Laurent là. À un moment donné, moi j'ai vraiment associé le conflit à la violence. Un jour, quelqu'un m'a dit, le conflit c'est pas forcément violent. Je dis oui, tiens, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tout cet apport théorique et donc la communication non violente, la CNV, a été un moyen pour moi de mettre en œuvre, d'essayer d'attaquer ce terrain-là. Comme dans les conférences, je voyais beaucoup de théories sur la communication non violente et sur tout un tas d'autres sujets, mais jamais quelqu'un qui disait mais moi j'ai vécu ça, ça s'est passé comme ça. Je me suis dit tiens, pourquoi on pourrait pas faire quelque chose un peu de ce goût-là, qui raconterait ben voilà comment moi je l'ai vécu. Donc il n'y a pas de théorie, enfin il n'y a pas beaucoup de théories du tout sur la CNV. C'est pas le but, c'est pas du tout le but de cette conférence. Voilà, donc j'ai pas mal de petits problèmes de slides. J'ai du mal à les faire passer, donc je m'excuse au préalable si ça bug un peu. Je m'appelle Olivier Lequeux, je suis coach agile, facilitateur, formateur aussi chez Good. Et cette conférence, comme je disais, elle part effectivement d'une problématique d'interaction avec l'autre. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mes accompagnements auprès de certaines équipes, certaines entreprises. Et je pars du principe que l'interaction humaine, c'est quand même à chaque fois qu'on en a une formidable opportunité de créer, de renforcer en fait le lien qui nous connecte à l'autre. Alors c'est aussi effectivement une occasion de l'abîmer ou de le casser. J'ai préféré garder en introduction la version positive. Merci à tous pour effectivement votre participation à cette journée pour soutenir les Blues pour l'hôpital. Alors, c'est des chiffres qui doivent être datés parce que c'est un slide qui date de quelques heures ou quelques jours. Mais voilà. Alors, pour rappeler brièvement et savoir de quoi on parle, sans aller trop dans les détails, la communication non violente, ça a été créé par Marshall Rosenberg, qui est décédé il y a quelques années, qui est un psychologue américain qui s'est lui-même inspiré des travaux de Carl Rogers dès 1970. Il définit la communication non violence comme une combinaison de plusieurs choses. D'abord d'un langage, ensuite d'une façon de penser et d'un savoir-faire en communication. Et partant de là, on voit qu'un langage, une façon de penser ou un état d'esprit peut-être, un savoir-faire en communication sont des choses qui sont qu'on peut apprendre en fait. Voilà. Donc pourquoi apprendre? Je me suis dit tiens, ça veut dire que habituellement, qu'est-ce que ça veut dire communication non violente? Ça veut dire qu'habituellement on communique violemment, donc on doit apprendre à communiquer non violemment. Ça paraît un peu bizarre comme postulat au départ, mais en tout cas ça m'invitait moi à aller plus loin. Et j'avais aussi la sensation que ça allait être un peu long peut-être, parce qu'apprendre une langue ou un langage, transformer une façon de penser, acquérir un savoir-faire, c'est pas forcément immédiat. Et ce qui était motivant, c'est que c'était aussi défini comme un don au bénéfice de celui qui donne autant que celui qui reçoit. Il y avait quelque chose de bijectif, c'était pas unilatéral. Quand on parle communication non violente, on peut avoir l'impression que c'est juste dans un sens. En fait, chacun y gagne. On va retomber sur un certain nombre d'éléments qui ont été abordés par Laurent dans la conférence précédente. Alors, cette violence, juste pour quand même en dessiner les traits, par quoi elle se traduit. En tout cas, moi, comment je la lis aujourd'hui de manière un peu simpliste peut-être, mais dans l'entreprise, par exemple, quand quelqu'un revient du bureau de son manager et me dit « Oh là là, j'ai pris un scud », ben déjà, je trouve ça un peu remarquable
ce mot, Scud, qui est quand même un missile, qui est fait pour tuer des gens, c'est le mot qu'on utilise et c'est presque habituel. En fait, c'est rentré dans le langage courant. Alors certes, c'est une métaphore et il peut y avoir des Scuds qui sont plus ou moins violents, mais c'est pour dire quand même que certaines personnes que j'ai entendu dire ça accepter, voilà, accepter cette forme de violence. Moi, je ne trouvais pas ça forcément normal de prendre un Scud. Ensuite, il y a la punition corporelle. Alors, on a tous des avis là-dessus. Et je ne suis pas forcément bien placé pour donner des leçons, c'est pas l'objet. Mais je vais reprendre les propos de Thomas d'Azenbourg, qui est un disciple de Marshall Rosenberg, donc le créateur de la CNV, qui disait, mais vous savez qu'on est quand même dans un pays où on a besoin de légiférer pour faire en sorte que les gens ne frappent pas leurs enfants. Et puis, en plus, quand vous frappez un enfant, vous êtes en train d'imposer une forme d'autorité par la force, parce que la plupart du temps, on a échoué de le faire avec une autre méthode. Et quand on est dans la fessée, on va induire un comportement qui est celui pour l'enfant en tout cas, d'éviter d'avoir la fessée. Donc, on n'est pas dans une dynamique d'apprentissage. On lui apprend que ça fait mal et on lui apprend que la prochaine fois, il faudra tout faire pour éviter cette fessée. Et des choses qui ne sont pas forcément dans la logique de ce qu'on voulait faire passer comme message. Et puis, un peu plus sournois, un peu plus difficile peut-être à détecter. Et là, ça se situe plus dans les mots, dans notre langage pour le coup. Et c'est principalement ce qui va nous intéresser, c'est le jugement. Le jugement avec le tu accusateur, tu as fait ça, tu es comme ça, tu fais toujours ça. Et celui-là, il est plus difficile à aborder, il est plus difficile aussi à maîtriser parce qu'on a souvent des habitudes, des héritages culturels ou des propos qu'on a l'habitude de tenir et qui font qu'on appartient à un groupe et dont il est parfois difficile de se détacher parce qu'il faut vraiment se remettre en question. Donc, quand on est face à quelqu'un, je parlais des liens, ben, on peut être face à face sans aucun lien. On peut être, si je lis de haut en bas, avec un lien qui est cassé, avec un lien qui est en construction, avec un lien qui semble être fort d'un côté et puis qu'on n'arrive pas à relier à l'autre. Ça m'arrive parfois d'avoir envie de créer du lien avec quelqu'un, puis cette personne qui pas forcément d'effort. Un lien qui est en pointillé aussi. Des fois on se sent proche, des fois un peu moins proche. On ne sait pas trop. Un lien qui est là mais qui est tendu. Un lien qui est lâche, un lien qui est fort, plusieurs liens. Il y a une complexité autour de ce qui nous relie à l'autre qui fait que c'est d'autant plus important, à mon sens en tout cas, d'autant plus important de soigner ce qui va impacter ce lien, donc notre communication. D'un point de vue un peu plus systémique, dans une équipe ou dans un groupe, on imagine assez facilement la complexité des liens qui nous relient. Et quand on souhaite qu'une équipe soit agile ou aille vers davantage d'adaptabilité, se dote d'une culture qui lui permet d'expérimenter les choses, de s'adapter, de bouger, je vois ça comme un système avec des éléments dans ce système. Et ce qui va bouger, c'est aussi ces éléments, les uns par rapport aux autres. Et quand on fait bouger les éléments les uns par rapport aux autres, ces humains qui constituent ce groupe, eh bien forcément, les liens qui les relient bougent un peu aussi. Donc il va falloir aussi s'adapter et pouvoir interagir de façon saine. Pour finir sur la communication non violente, Marshall Rosenberg le décrit en 4 étapes, donc c'est une espèce de méthodologie en fait, qui paraît assez simple comme ça, en tout cas à formuler, un peu scolaire parfois, mais c'est ce qui m'a rassuré au premier abord.
Donc, pardonnez-moi pour ceux qui connaissent déjà par cœur le sujet, mais je pense que c'est important pour ceux qui ne le connaissent pas de s'aligner sur ce que c'est, à minima. Donc, il y a une phase où on va exprimer quelque chose, on va communiquer à l'autre et on va essayer d'être non violent. Et l'idée, c'est de jamais sous-entendre ou laisser entendre que l'autre a tort. Donc, la première phase, c'est d'exprimer une observation. Alors, une observation, c'est quelque chose qui est partageable, mesurable. Souvent, on parle d'un aspect factuel et on va éviter d'évaluer. Hein. Je donnerai un exemple juste après, mais quand je dis à quelqu'un tu es toujours en retard, je commence à évaluer. Dans toujours, il y a toujours, c'est-à-dire hier, demain, après-demain, et puis tous les jours où nous avons été en contact tous les deux. C'est forcément faux la plupart du temps. Donc, il y a une évaluation. Une évaluation, et ce n'est pas forcément facile déjà d'être dans cette logique d'observation de faits partageables. On utilise souvent des mesures de type temps, de type quantité. Voilà. Quand il y a ça, c'est plus rassurant. Tu es arrivé à 11h30. Bon, ok, c'est vrai, je suis arrivé à 11h30. Et puis, on peut commencer à discuter parce qu'on parle bien de la même chose. Effectivement, je suis arrivé à 11h30. What else? Ensuite, il est bon d'exprimer un sentiment, toujours dans la même optique que finalement, ce sentiment, il nous appartient. C'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Donc, on ne peut pas vraiment non plus aller challenger ce qu'on ressent nous. Hein, ça nous appartient. Et l'idée, c'est d'arriver à une forme de gradation sur l'information de notre degré de bien-être. Ça, c'est un peu plus difficile. Dans nos habitudes occidentales, on n'est pas habitué à avoir cette gradation. D'ailleurs, quand je parle de ce sujet avec les personnes que j'accompagne, je leur dis voilà, si tu as par exemple un sentiment de colère, est-ce que tu es plutôt furieux, agacé? C'est pas la même chose. Et entre furieux et agacé, il y a encore tout un tas de nuances. Éviter les mots vagues, en fait, ça permet justement d'éviter l'interprétation aussi. Ensuite, on va aller sur le besoin. Le besoin est corrélé, en fait. Hein. Si on a un sentiment, c'est un petit indicateur qu'il y en a un besoin qui est non satisfait. Donc, ce besoin, c'est pareil. Il va falloir parfois creuser un petit peu pour savoir de quoi il s'agit. Et on va éviter d'attribuer notre besoin aux actions des autres. Et enfin, quatrième étape, il y a une demande. Hein, on va formuler quelque chose, on va être dans l'action. Donc là, évidemment, un certain nombre de précautions à prendre sur la façon dont on formule les choses. On va éviter de mélanger notamment les demandes et les exigences, mais voilà, ce sont des choses qu'on aimerait clairement se produire. On cherche quand même à ce qu'il y ait un changement par rapport à ce qu'on a observé et ce qu'on ressent et notre besoin. Il y a une corrélation entre ces 4 points. Donc, mon expérience personnelle, j'ai essayé de la diviser en 3 parties par rapport à cette découverte et cette mise en œuvre de la CNV. Au début, ça a été vraiment la découverte, l'expérimentation, quelques lectures, des échanges, des conférences, et puis effectivement la formulation de ces propos. Ensuite, j'ai senti qu'il y avait une forme d'assimilation qui n'était pas complète du tout, et je pense qu'elle ne l'est pas encore aujourd'hui, clairement, en toute humilité, et une utilisation vraiment personnelle, régulière. Et enfin, un partage dans mon quotidien de coach agile avec les gens que j'ai le plaisir d'accompagner pour voir si eux, ça peut leur parler dans certains contextes particuliers où ils demandent à être coachés par rapport à leurs interactions. Donc, je vais raconter plusieurs histoires. Alors, je suis désolé, j'avais cette conférence, je l'ai déjà donnée à Agile Grenoble et j'avais pas forcément pris le parti d'illustrer. Donc, à partir de maintenant, il ne va pas y avoir beaucoup de slides. J'espère que le son de ma voix vous suffira, puisque je vais enchaîner un certain nombre d'histoires. Par contre, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions entre les histoires, ça pourra faire un peu plus d'interaction.
Donc la première histoire, chronologiquement, c'est je suis dans une startup, je découvre un petit peu la CNV, je trouve ça génial et très intéressant. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et puis, je viens d'arriver dans cette startup et je rencontre un groupe de jeunes gens qui discutent ensemble et j'ai envie de me sociabiliser. Donc, je me rapproche de cette personne et de ce groupe et j'essaye, sans être intrusif, de me joindre à la discussion. Et une jeune fille me regarde et me dit « Toi, ta gueule ». Donc là, j'ai pas bien compris. J'ai pris ça en pleine figure, avec un sourire. Donc je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de la blague. Alors moi, je suis pas très très bon en second degré, donc en général, voilà, je prends ça avec la version qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Et puis sur le coup, je me suis senti pas bien et j'ai dû partir. Et puis je me suis dit, je peux pas rester avec ça. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Si on laisse bouillir la cocotte minute, à un moment donné, c'est une petite graine qui pousse et qui donne pas forcément des choses très positives. Donc, je peux pas laisser cette personne me dire ça. Je suis pas OK avec ça. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, je me suis dit, tiens, je vais expérimenter la communication non violente avec, avec beaucoup d'incertitudes et clairement, voilà, je savais pas où j'allais. Donc, je prends cette personne à part, je lui demande si elle veut bien discuter avec moi et je lui exprime. Je lui dis, écoute, voilà, tout à l'heure, tu m'as dit ta gueule. J'étais dans l'observation. Je me suis dit, je crains rien. Elle peut pas me dire qu'elle m'a pas dit ça. C'est devant tout le monde. Dit, bon, allez, petit 1, c'est bon. Petit 2, alors, je me souviens plus exactement quelle émotion, quel sentiment je lui ai émis, mais clairement, moi, ça m'a clairement agacé d'être comme ça, euh, invectivé au milieu de tout le monde. Donc, j'ai dû lui dire quelque chose comme je suis agacé. Et puis, ensuite, je lui ai expliqué que j'avais besoin. Hein, mon besoin, c'est qu'on échange dans le cadre professionnel de manière différente, de manière plus soft, quoi, hein, clairement, en évitant ce type de grossièreté, d'agressivité aussi. Et donc, je lui ai demandé clairement si ça lui allait, qu'on évite ça à l'avenir dans nos relations. Donc, j'étais tout fier, j'étais un peu stressé, j'avais peur de la réaction de la personne, je me sentais clairement dans une espèce d'attitude scolaire, j'avais préparé ça un petit peu à l'avance, pour être honnête. Et alors là, la personne m'a regardé avec un grand sourire, elle m'a dit « Mais oui, mais excuse-moi, je suis désolé ». Et ça crée un lien avec elle. C'est ça qui m'a le plus fait halluciner. Et ça aussi, Laurent en a parlé plusieurs reprises dans sa conf. C'est que je suis parti d'un moment où j'avais peur finalement de rentrer en conflit avec quelqu'un à un moment où j'ai créé quelque chose avec quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose de durable. C'est-à-dire que 2 ans après, c'est quelqu'un avec qui on avait une relation qui était authentique, avec qui on passait du temps à se voir. On avait construit un premier pas dans une relation un peu plus intime. Et c'est ça qui est fort, c'est que je me suis protégé, je l'ai protégé et on a ensemble construit quelque chose, alors que ça aurait pu devenir rien ou peut devenir un conflit ou quelque chose de… Voilà, à chaque fois que je la voyais, j'aurais pu très bien me dire « Oh là là, celle-là, je me souviens, elle m'a dit ta gueule, c'est pas quelqu'un de bien, elle est pas fréquente ». Donc voilà pour la première histoire. La deuxième histoire, c'était dans une logique où j'étais coach agile et vraiment dans une logique d'accompagnement. Donc là, je fais attention en général à comment je m'exprime. Ça fait vraiment partie de mon job, en tout cas, c'est ce que je crois profondément. Et par contre, parfois, nos émotions nous dépassent, enfin, en tout cas, mes émotions me dépassent parfois, pour tout un tas de choses héritées, comme le disait Laurent tout à l'heure. Et je propose à un manager que je trouvais
qui était dans une posture qui ne permettait pas à ses collaborateurs de s'exprimer ou d'exprimer certaines choses, de faire une réunion basée sur la remise en question du fonctionnement, de leur fonctionnement. Et puis je sens que malgré ma préparation, malgré mon format, ça prend pas. Hein. Chacun reste dans sa posture, les collaborateurs ne s'expriment pas et le manager continue très largement à prendre une posture qui est assez haute et ne sent pas que finalement les gens qui sont autour d'elle, c'était une femme, mais peut-être elle est à l'écoute aujourd'hui, elle se reconnaîtra. Et bon, et du coup, je lui dis, tu fais chier. Et là, je me reprends tout de suite. Alors, j'avais dit ça avec le sourire aussi, mais c'était quand même un tu fais chier. Et, il ressemblait fortement au ta gueule, mais alors là, c'était moi qui était l'acteur. Et je me suis dit, bah, c'est pas dans mon rôle de dire ça. Et puis, en plus, la personne s'est braquée clairement. C'est clairement braqué. C'est un manager, ça peut être humiliant par rapport à ses collaborateurs, etc. Et ce qui s'est passé après, c'est effectivement une forme de distance qui s'est créée. Hein. Là, pour le coup, j'avais cassé le lien dont je parlais ou je l'avais sérieusement abîmé. Et je l'ai appelé la réparation, cette story, parce que j'ai utilisé la communication non violente, là, justement, pour être dans une logique de revenant sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que, a posteriori, j'ai fait et que j'aurais peut-être pas dû faire et comment j'aurais pu le faire autrement. Et donc je suis allé voir la manager en m'excusant. Alors au passage, s'excuser quand on a fait une erreur, je pense que c'est très très vertueux aussi. Je le vois pas si souvent que ça en entreprise. Et je lui dis, écoute, voilà, je t'ai dit tu fais chier, je m'en excuse parce que je t'ai fait je t'ai fait porter moi une responsabilité de mon échec en fait. Voilà. Ou de mon échec, ou ce que je vivais comme un échec, ou une frustration, en tout cas, de quelque chose que je pensais décoincer, ou avancer, ou faire avancer sur un sujet, et puis voilà, ça marchait pas. Et j'aurais pu, grâce à certainement la communication non violente, dont je parle si souvent, peut-être exprimer ça autrement, en disant que voilà, peut-être pas à ce moment-là, mais après, qu'effectivement, j'étais frustré, que j'avais besoin d'avancer, que je ne savais pas comment avancer, et qu'il y avait une posture, etc. Et bien là aussi, le lien qui avait été abîmé a été reconstruit, et c'est quelqu'un avec qui on a quand même un lien assez fort. On se voit très régulièrement on se voit régulièrement depuis plusieurs années pour parler, et, je pense que j'ai évité un peu quelque part la catastrophe, parce que si j'étais resté sur cette posture et si j'étais pas revenu sur ce que j'avais dit, et qu'on n'avait pas travaillé ensemble ce sujet-là, euh, ce lien-là n'aurait pas eu la qualité qu'il a aujourd'hui, même si voilà, c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement, mais c'est pas non plus tous les jours. Voilà pour la deuxième histoire. La troisième histoire, c'est dans une équipe agile, et là c'est un conflit qui explose. C'est un développeur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous très bien le développement ce que c'est que Scrum, mais peu importe. On a des gens qui travaillent sur l'émission du besoin. On appelle ça des product owners. Mais j'aimerais bien qu'on fasse ça sur ce produit logiciel. Et on met ça dans des histoires utilisateurs. Et on appelle ça des user stories. Et puis les développeurs prennent connaissance de ces user stories assez régulièrement et posent des questions sur ces user stories pour les compléter et maximiser la compréhension qu'ils en ont. Donc c'est une de ces réunions qui permet de faire maturer ce besoin. Et un des développeurs dit « Ça, c'est une belle story de merde ». Alors, il y a souvent des grossièretés dans mes histoires, mais c'est souvent aussi l'expression d'une violence, de la frustration, de tout un tas de choses. Donc là, c'est quelqu'un que je coach, que j'accompagne, et alors qui crée un remous fantastique en faisant ça, puisque c'est un prestataire, et du coup, ça monte un étage, ça monte 2 étages, et on lui signifie que c'est plus à refaire de manière un peu sévère.
Et on en vient à en discuter tous les deux dans le cadre d'un coaching. Et puis, je cherche à savoir pourquoi elle en est arrivée là et qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et on parle de communication non violente et on essaye de se projeter sur comment il aurait pu la formuler autrement. Et il me dit ouais, mais j'en ai marre de ces réunions, la story elle comprenait qu'une seule ligne, euh, et puis on comprend rien, et puis machin, c'est toujours comme ça, moi j'avance pas, j'ai besoin que ça soit fluide, j'ai besoin d'efficacité. Et ce qui était paradoxal en fait dans cette histoire, c'est qu'en voulant chercher de l'efficacité, puisque c'était ça son problème, c'était que les réunions n'étaient pas assez efficaces à son goût, il a créé quelque chose de catastrophique et il n'a pas du tout été efficace pour le coup dans sa communication. Parce qu'au lieu de faire avancer l'équipe ou de proposer quelque chose de nouveau, il a braqué tout le monde et il a créé une zone où on avait moins confiance. Il a abîmé vraiment ce lien et de manière durable. Effectivement, il aurait pu faire autrement et ça se serait passé mais 10 fois mieux s'il avait simplement dit ta story ne comporte qu'une seule phrase. Ok. Moi, je suis assez frustré parce que j'ai besoin de beaucoup plus d'informations pour pouvoir travailler correctement. Je suis frustré, j'ai besoin de plus d'informations. Et est-ce que la prochaine fois, on pourrait, alors il y a une façon de faire une demande, mais on pourrait ou travailler avant ou faire en sorte que on n'arrive pas à cette réunion avec ce statut de story, voilà, ou parce que j'ai besoin d'efficacité, on perd beaucoup de temps, etc. Alors, on perd beaucoup de temps, attention. Mais voilà. Et donc, quand il a pris ça, il a compris en tout cas, alors je ne sais pas si après il l'a utilisé, mais il a compris en tout cas qu'effectivement, en voulant chercher l'efficacité, finalement, il a créé tout l'inverse. Et il n'était pas efficace. Et ça demande un effort. Ça demande un effort au début. Et quand je parle de ça à des gens qui ne connaissent pas la communication non violente, ils ont souvent oh là là, mais c'est compliqué, ça demande un effort, ça demande du courage peut-être aussi, de la préparation effective. Voilà pour la troisième histoire. La quatrième histoire, je l'ai appelée le recadrage parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps et j'ai eu l'impression d'avoir à recadrer. C'est simplement que moi, j'étais pas OK en fait avec un comportement. Et donc j'ai été obligé de dire non, je suis pas OK avec ce comportement. Ça sort de mon cadre. C'est quelqu'un qui est un manager qui est sur un grand plateau et avec lui, il y a tout un tas de développeurs qui sont ses collaborateurs, et moi au milieu, qui un peu électron libre, un peu coach agile, enfin un peu non coach agile complètement, mais qui ne suis pas dans son giron, je ne sais pas mon manager. Et donc il présente les nouvelles recrues, parce qu'il y a un turnover assez important, il présente les nouvelles recrues, et quand il arrive à mon poste, il dit bon voilà, alors ça c'est un coach agile, c'est pas un poste très intéressant, c'est pas très important. Donc je vis ça assez violemment, et à chaque fois que je raconte cette histoire, les gens font oh quand même. Je vis ça assez violemment et sur le coup, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu tétanisé, je pense. Et en même temps, j'ai de la colère qui monte. Colère très forte, colère rouge. Colère qui hors du cadre du travail, pourrait peut-être me faire prendre une table et la balancer à travers la salle. Je me dis, bon, faut pas que je réagisse tout de suite. Je commençais à avoir un peu de bouteille, on va dire, entre guillemets, sur la communication non violente et sur la communication. Je me suis dit, surtout ne réagis pas tout de suite parce que là, tu es en train de bouillir et je ne veux pas être capable, je ne veux pas être en capacité de m'exprimer. Donc j'ai attendu une demi-journée, peut-être une petite demi-journée, et après je me suis dit, il faut que j'y aille, il ne faut pas que j'attende trop, parce que sinon ça n'aura plus de sens. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, voilà, d'ailleurs, tu es venu vers moi en me présentant, sans me nommer, et en me précisant que j'étais un poste pas très important. Alors, c'est toujours avec le sourire, hein. On appelle ça un sarcasme, ou du second degré. Alors, encore une fois, c'est moi qui réagis par rapport à ce que je suis,
Et peut-être que certaines personnes n'auraient pas du tout, pris ça mal, en fait, hein. Mais voilà, peut-être que j'ai une appréhension de second degré qui est pas très affûtée. Peut-être que il y a des choses qui m'irritent facilement plus que d'autres, etc. Donc, il y a certainement des personnes qui sont à l'écoute là, qui disent mais pourquoi il a besoin de la communication violente, pourquoi il réagit comme ça, etc. C'est vraiment très très personnel, en fait. Et donc je lui dis voilà, tout à l'heure tu m'as dit ça, et ça m'a vraiment mis dans une colère importante. Moi j'ai besoin de respect, c'était de respect dont j'avais besoin. J'ai besoin de respect et je te propose la prochaine fois de ou ne pas me présenter du tout, ou simplement dire voilà, ça c'est Olivier, si tu veux bien. Alors, j'aurais pas dû faire ça, j'ai rajouté, parce que je suis loin d'être parfait, j'ai rajouté, en plus, c'est pas très bon exemple managériel. Donc ça, c'est pas du tout à faire, hein, mais j'avais pourtant un bon pattern là en CLV, mais j'ai rajouté ça. C'est pas du tout à faire, puisque en termes de position de vie, c'est moi je sais, toi tu sais pas. Le côté, c'est pas un bon exemple managérial. Ceci dit, ça nous a permis d'avancer aussi. Et à chaque fois, j'ai retrouvé ce lien qui s'est créé avec cette personne, avec qui, a priori, pourtant, j'avais pas forcément d'affinité au départ. Et puis, c'était quelqu'un que je commençais à regarder un petit peu de travers. C'est-à-dire que c'était pas son premier essai. C'était un peu plus sournois les fois d'avant, mais à chaque fois que je rentrais, il était en face de moi et je sais pas si c'était une boule au ventre, mais il était dans ma vigilance, il était dans mon collimateur. Voilà. Quand on rentre sur un plateau et qu'on a quelqu'un tous les matins qu'on dit putain il est là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, on est dans une ambiance. Tout à l'heure on parlait de mauvaise ambiance, bonne ambiance. On est dans une ambiance qui commence à pas forcément être très positive pour nous. Et on a créé un lien qui nous a permis de continuer à travailler, en tout cas. Je dis pas qu'on est copains comme cochons maintenant et on se voit plus, mais on a quand même créé un lien qui nous a permis de travailler. On a eu une relation qui était différente et qui était intéressante. Avant-dernière histoire, il y a l'apprentissage et c'est la démarche de faire passer aux autres. Alors, je suis pas formé en communication non violente, je suis pas coach non violent. Mais je me permets d'en parler et de partager en tout cas mon expérience. Et jusqu'à présent, ça a été plutôt bien reçu et plutôt utile. Et quand je parlais à un Scrum Master de ce que c'était que la communication non violente et comment il pouvait s'en servir s'il le souhaitait, il m'a dit mais je vais pas préparer ce que je vais dire. Ben si. Au début, on a besoin, enfin en tout cas moi j'ai eu besoin de prendre un papier, de l'écrire, d'écrire ce pattern avant que ça soit naturel. Parce que, encore une fois, comme je le disais au début, c'est un langage. Donc, ça s'apprend. C'est pas naturel. La gradation des émotions ou des sentiments, la gradation de ses besoins. Parfois, on ne sait pas dont on a besoin. Ça, c'est la réalité. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai constatée. C'est que je ne sais pas parfois de quoi j'ai besoin. J'ai une émotion et j'ai du mal à la relier à un besoin. Ça me demande un effort de réflexion. Ou alors, je suis parfois en colère, mais c'est aussi parfois de la tristesse, c'est un mélange, c'est complexe tout ça. Là, on a une méthode qui met les choses dans des cases, mais vous imaginez bien que c'est bien plus subtil que tout ça. Donc, c'est aussi ça, c'est cette découverte de soi. Et après, ce qui est intéressant, c'est effectivement de relier des patterns. Et moi, souvent, je remarque qu'il y a la colère qui revient, par exemple. Donc, c'est une façon de me dire, tiens, voilà, cette colère, à quoi elle fait appel de manière plus profonde dans mon passé. Et on arrive après assez rapidement sur un terrain psychologique qui n'est pas l'objet de cette conférence et qui n'est pas non plus mon domaine. Mais c'est intéressant pour se découvrir soi. Donc oui, effectivement, se préparer, on a besoin de se préparer parce que c'est une façon d'apprendre. Enfin, la dernière histoire que je voulais raconter, elle est assez récente. Je pense qu'il y en a qui m'écoutent, qui doivent la connaître aussi. Quand j'ai travaillé sur ce sujet de la communication non violente,
J'ai vu aussi assez rapidement qu'il y avait un lien avec ce qu'on appelle le feedback, faire un retour. Et que je n'étais pas forcément à l'aise, pas tout le temps à l'aise sur le feedback. Alors certains diront c'est exactement la même chose, je vous laisse ce débat. Mais j'avais quelqu'un qui était en shadow avec moi. En shadow, ça veut dire en ombre, qui devait simplement être là pendant que j'animais un séminaire. Et puis qui devait simplement être un observateur, c'est-à-dire pas intervenir. Quand on anime un séminaire, surtout s'il y a beaucoup de gens, voilà, il y a un cadre à faire respecter, on se sent sécurisé que si on maintient ce cadre et qu'on sait où on va, etc. Et cette personne a pris l'initiative d'intervenir. Alors, de manière soft, hein, je vais à une table, je réexplique certaines consignes, etc. Et c'était une intention qui était tout à fait positive. Sauf que moi, je l'ai pas bien vécu parce que c'était pas ce contrat-là au départ. Et puis, je me suis senti en insécurité. Et là, beaucoup de difficultés à faire le feedback. Et je discute avec un de mes managers et il me dit, bah, si, pourquoi tu pourrais pas faire ce feedback, etc. On en parle tous les deux et puis je me décide à le faire rapidement, même si j'avais attendu. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, écoute, la dernière fois, tu es intervenu. Là, j'avais peur de faire ce feedback parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais énormément d'affect en jeu. On s'entendait très bien. Donc, j'avais peur, clairement, de nuire à notre relation. On avait un lien fort et j'avais peur de l'abîmer. Donc, tu as fait cette intervention. On s'était mis d'accord sur le fait que tu étais un shadow. Et du coup, ça a créé une forme d'insécurité, c'est-à-dire de non-maîtrise du cadre du séminaire. Et moi, j'ai besoin d'être en maîtrise. J'ai besoin d'être en sécurité sur une animation avec 150 ou 100 personnes. Et je te propose que la prochaine fois, quand tu es en shadow, tu restes vraiment en shadow. Et la personne l'a bien prise, même si elle était peut-être un peu surprise, mais elle a bien prise. Et effectivement, je suis passé à autre chose. Si j'avais eu la mauvaise idée de ne pas faire ce feedback, je pense encore une fois, je l'aurais gardé et je l'aurais potentiellement fait ruminer. Alors voilà pour les histoires. Alors normalement, j'avais des slides qui… voilà, hop. Alors, du coup, ça, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet aussi de contribuer au fait d'être assertif. Contribuer. Alors, il y a un petit exercice que vous pouvez retrouver sur le wiki Agile. Il y a l'adresse en bas à droite. Et on retrouve certaines phrases qui nous conduisent à être assertifs ou pas. Et la communication non violente nous met sur ce chemin, en tout cas, où il contribue. Quand on voit, je sais parler en toute confiance dans des situations de groupe, parler en confiance, c'est pour moi, en tout cas, parler de telle façon que je suis certain que je ne vais blesser personne. Donc, je peux y aller. Voilà. Attention, ça ne veut pas dire pas aller dans le conflit, parce que quand on fait une demande, on peut faire une demande avec laquelle la personne ne sera pas d'accord. Hein. La communication non violente, c'est pas non plus forcément le monde des bisounours. Quand on fait une demande, on peut faire une demande qui est claire. Quand je dis au manager ne me parle plus comme ça et appelle-moi par mon prénom, voilà, c'est clair. Voilà, donc je vous invite à faire ce petit exercice, peut-être pas maintenant parce que on n'aura pas le temps, mais et de vous noter. C'est intéressant de savoir où on en est sur son assertivité et comment on peut la faire grandir. Très clairement, même si je m'intéresse beaucoup à ce sujet et pas mal à la communication non violente, je l'ai fait récemment et même si c'est assez difficile de se faire noter, et je vous propose même d'en parler avec vos collègues ou vos proches, pour l'instant, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un super bon score. C'est vraiment un travail de tous les jours. Pour revenir donc au feedback, il y a plusieurs personnes qui ont théorisé des façons de faire du feedback. Alors, il y a à gauche le DESC, hein, décrire, exprimer, spécifier, conclure, DESC.
Et puis à droite, il y a le feedback wrap qui a été mis en boîte par Jürgen Appelo. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve beaucoup les éléments de la communication non violente à l'intérieur. Alors, ils n'y sont pas tous. Quelque chose qu'on ne retrouve pas, c'est le besoin, quelque chose de plus personnel. Mais on retrouve les faits, les sentiments, la demande. Hein. Ce qui n'est pas, par contre, dans la communication non violente, qui n'est pas vraiment spécifié et qu'on retrouve beaucoup dans le feedback, c'est vraiment d'aller demander si la personne elle est prête à recevoir le feedback. Parce que on peut aussi rater un petit peu le coche si on a finalement quelqu'un en face de nous qui n'est pas prêt à recevoir ce feedback. Donc, en tout cas, moi, cette communication non violente m'a mis en route et m'a créé un lien aussi avec ce que j'avais besoin de faire grandir autour de ma capacité à faire du feedback. C'est très, très lié pour moi. Et, voilà, je voulais juste vous partager ce constat. Donc, j'ai quasiment terminé. Pour vous faire une petite liste de choses que moi je garde en tête pour aborder ce sujet des communications non violentes, ça serait d'abord de se dire que finalement, je prends soin de moi. C'est une façon de prendre soin de moi dans le sens où cet outil m'amène à être assertif, m'amène à faire du feedback en toute sécurité. De prendre soin de moi, de prendre soin de l'autre et donc au global de notre relation. Les tips que je peux vous donner, c'est de dépasser ses croyances, hein, c'est-à-dire, alors là, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on a beaucoup d'interprétations sur les actes et les comportements des uns et des autres. Donc, si on s'en tient simplement à ces jugements premiers, on peut vite laisser tomber. Bon, mais il est comme ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'aller se fendre d'un pattern de communication non violente ou de prendre le risque de. Donc attention à ces croyances qui sont souvent très limitantes dans le fait de passer à l'acte. Ou alors, par exemple, la CNV, non mais attends, elle va me prendre pour un bisounours, puis en plus ça va être très très scolaire, etc. On peut faire juste une partie, déjà ne serait-ce que d'exprimer un fait, c'est intéressant. Ça peut se faire en plusieurs morceaux. Moi, j'ai essayé de vous présenter le pattern à chaque fois pour ancrer un peu ça de manière forte, mais effectivement, ça peut se faire petit à petit. Donc, ça nous sert aussi à faire vivre ou à créer du lien. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté. C'est ce que j'ai essayé de vous raconter à travers mes histoires. Créer un lien d'ailleurs auquel je ne pensais pas parfois. C'est quelque chose de puissant. Hein, quand je suis allé vers cette personne pour la première fois et qu'elle m'avait dit ta gueule et que je l'ai vu baisser les armes et sourire et je me suis dit mais waouh, ces 4 petites phrases, elles ont presque changé ma journée en fait. Hein. Clairement, je suis passé de quelque chose qui était à l'intérieur de moi à quelque chose d'exprimé. Alors encore une fois, ça peut paraître un peu voilà, ma maturité est là où elle en est vis-à-vis de ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ça pourra aider. Se libérer des poids, là je reviens sur ce que je venais de dire, se libérer vraiment de certaines choses qui sont des petites graines qui viennent nous ronger, qui viennent contribuer à un jour qui est un big one, comme disait Laurent, hein, que les plaques tectoniques, au lieu de s'entrechoquer de temps en temps et rentrer un petit peu en conflit sain, rentrent en tension durable et puis au bout d'un moment, bam, ça explose, on ne sait même plus pourquoi. Ne pas trop attendre, ça c'est une règle que je me donne parce que effectivement quand on attend trop, on perd le sens. Parfois les personnes ne savent même plus de quoi on parle parce que ça nous a atteint nous par rapport à notre ressenti, notre interprétation. Donc
ce qu'on a vécu émotionnellement sur le moment, la personne en face l'a pas du tout vécu de la même façon potentiellement. Donc, si vous parlez de ça 2, 3 jours après, si ça se trouve, de quoi tu parles là? Ok. Voilà, pas trop attendre. Moi, je pense que faut pas non plus sauter sur l'occasion parce que quand on est chaud bouillant, on n'est pas apte, on va dire. Mais voilà, il y a une histoire de timing qu'il faut trouver. Être courageux, en tout cas, moi, ça m'en a demandé du courage, clairement. Et ça m'en demande encore tous les jours d'être assertif, d'essayer effectivement de faire ses feedbacks ou d'aller exprimer certaines choses avec lesquelles je ne suis pas OK. Expérimenter et s'investir. Voilà. N'attendez pas la formation. La théorie, c'est bien. J'en ai pris plein. À un moment donné, l'apprentissage, ça passe aussi par l'expérimentation. Donc, si vous expérimentez pas, moi j'ai vu des gens qui ont fait des confs sur les communications non violentes et quand je leur ai demandé tu vis ça comment toi tous les jours, ils m'ont dit ah mais j'ai jamais essayé. Ça m'a fait beaucoup rire parce que je trouvais ça vraiment bizarre quoi de passer autant de temps sur un sujet de manière simplement théorique. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter ça et de s'investir. Voilà. Passer par l'écrit m'a beaucoup aidé, préparer, prendre le temps de manière un peu humble, de dire bah, tiens, voilà, je ne sais pas forcément m'exprimer comme ça. Ça peut être utile aussi pour préparer un mail, hein, une communication qui n'est pas forcément orale. Enfin, préparer un mail pour exprimer quelque chose à une personne ou à un groupe. Et puis, répéter, être dans cette logique d'apprentissage, répéter pour qu'au final, ça devienne plus naturel et qu'on opère finalement ce changement de, de savoir-être, quoi. Et qu'on apprenne à grader nos sentiments, nos besoins et qu'on continue à se découvrir. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie. Je fais juste un merci aussi aux ouvrages que j'ai pu lire. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, exhaustif, pardon. Mais effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages de Marshall Rosenberg. Il y en a d'autres, c'est ceux que j'avais en tête. Il y a aussi le site Am I Assertive et puis le feedback wrap de Jürgen Appelo. Il y a des conférences aussi dont je me suis inspiré de Thomas Dasenbourg sur YouTube. Que vous pouvez aller voir et vous trouverez tout un tas de ressources sur Internet. La théorie de la CNV, je l'ai abordée de manière très très superficielle. Il y a beaucoup beaucoup d'autres choses derrière que bien des personnes vous raconteront mieux que moi. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis